fait plaisir de vous présenter M. Jonathan Pratt, qui est directeur général du Regroupement québécois des maladies orphelines. M. Pratt a acquis beaucoup d'expérience en recherche scientifique et plus spécifiquement au niveau de la génétique moléculaire des cancers chez l'humain, cerveau, peau, sang, etc. À titre de directeur général du RQMO, il se fait un devoir d'élever la discussion et traiter de tous les enjeux reliés au diagnostic, à la prise en charge et au suivi et à l'écoute, très important, des personnes atteintes de maladies rares au Québec. Il se considère comme un acteur de changement positif, désirant trouver des solutions concrètes pour augmenter le niveau de connaissance et la recherche en maladies rares. M. Pratt vient aujourd'hui nous parler de la politique québécoise sur les maladies rares. Alors, on accueille chaleureusement M. Jonathan Pratt. Merci. Donc là, je vais juste voir. Je ne suis pas habitué avec ça. Oh, parfait. Donc là, j'imagine que je pèse sur le triangle pour charger. Excellent. Donc, bonjour tout le monde. Merci beaucoup de l'invitation de la part de l'APIC pour me permettre de vous parler de cette politique québécoise en maladies rares et du plan d'action qui en découle. Ça fait quand même un peu plus d'un an, là, donc la politique québécoise a sorti en juin 2022 et en fait représente 3 axes que je vais vous parler très bientôt. Et de cela, en fait, il y a eu des consultations une fois que la politique est sortie. Il y a eu des consultations avec plusieurs groupes. Nous, on a eu notamment 2 bonnes discussions avec le ministère de la Santé, avec quelques employés au ministère de la Santé, pour proposer des changements, proposer des améliorations. Je vous dirais que dans l'ensemble, ces propositions-là sont restées sur la table. Ils ne sont pas vraiment reflétées dans le plan d'action. Mais c'est pas grave, on est quand même résilient en tant qu'organisation représentant les patients. Je pense que l'APIC en fait partie, évidemment. Donc, on travaille très fort pour trouver des façons d'être le plus efficace possible pour représenter tous les patients au Québec. Nous, dans notre cas, au RQMO, en fait, nous, ce qu'on fait dans notre mission, c'est d'informer et de soutenir toutes les personnes atteintes de maladies rares au Québec. Donc, le RQMO, c'est quoi? C'est ça, c'est un organisme à but non lucratif qui a été fondé en 2010 par Mme Gail Ouellette, généticienne et conseillère en génétique de formation. Et en fait, comme je le disais, l'APIC, justement, fait partie de nos associations qui sont membres du RQMO. À ce jour, on est rendu à 33 différentes associations de patients qui, en fait, nous aident, à nous donner de l'information sur le terrain, pour que nous, on puisse élever le débat un peu plus haut. Et comme je le disais, mais on représente non seulement les patients, les personnes atteintes d'une maladie rare, les proches aidants, les familles, et surtout, on se spécialise beaucoup sur les patients qui n'ont pas d'association pour les représenter. En fait, au niveau de la mission, comme je vous le disais à droite, on a un service d'information et de soutien qui s'appelle le Centre IRAR. D'ailleurs, si jamais vous êtes intéressé, j'ai plusieurs dépliants avec moi. Vous pourriez voir, en fait, tous les services qu'on offre au Centre IRAR. J'ai 2 intervenantes qui travaillent à temps plein pour répondre justement aux demandes des patients. Puis on répond pas juste aux patients, à leur famille, mais aussi il y a des professionnels de la santé qui nous appellent ou qui nous écrivent. On a vraiment beaucoup de gens de divers horizons qu'on va aider. Pardon. On partage aussi toute l'information par rapport aux maladies rares et leurs enjeux. Donc, à chaque fois qu'il y a une maladie rare qui est dans l'actualité, on essaie le plus possible là, de s'assurer que cette information-là tourne, qu'elle soit au Québec ou vraiment partout au Canada. Le but, c'est d'éduquer la population et de sensibiliser. Ce qui m'amène au 3e point, donc sensibiliser la population en général et le système médical. Donc, quand on dit système médical, on parle de tous les professionnels de la santé qui sont directement ou indirectement liés. Donc, on peut parler de conseillers en génétique, médecins généticiens. Évidemment, c'est les personnes qui voient le plus les patients atteints de maladies rares au Québec. Donc, nous, ce qu'on veut, c'est cibler les autres, donc qui ne touchent pas nécessairement à ça. Donc, on peut parler de psychologues qui ont affaire à des enfants. On peut parler de nutritionnistes. On peut parler de physiothérapeutes, ergothérapeutes. Donc, il y a toutes sortes de professionnels de la santé auxquels on veut s'adresser.
Et c'est ça notre but. Et le quatrième point, c'est de favoriser la recherche en maladies rares. Donc, s'assurer que les chercheurs puissent développer des projets de recherche et puissent avoir accès à des patients. La vision, ben, je vous dirais qu'un jour, le RQMO n'existe plus. C'est ça ma vision. Pourquoi? Parce qu'on n'aurait plus besoin de se battre pour les maladies rares parce que, ben, en fait, tous les services seraient là pour les patients. Et puis, en fait, notre mission ne servirait plus à rien. Ça, c'est mon souhait. Je souhaite qu'on puisse se rendre là un jour. Puis, en fait, mon aspiration, puis d'ailleurs, là, je suis désolé, je ne me souviens pas du nom du monsieur qui m'a présenté, mais comment? Louis-Georges. Donc, merci Louis-Georges, qui a dit que personnellement, j'avais un background en recherche. Puis effectivement, j'ai fait mon doctorat en biochimie de 2011 à 2016. J'ai fait une année de stage postdoc ensuite en 2017 à l'hôpital général pour enfants, où est-ce que j'ai étudié la génétique moléculaire des cancers rares au niveau du cerveau chez les enfants. Et j'ai quitté le milieu de la recherche à la fin 2017 pour me concentrer sur le volet patient parce que c'est ça qui m'intéressait particulièrement et surtout l'aspect gestion. Donc, moi, j'étais quelqu'un qui est fonceur, curieux, puis je suis arrivé dans le milieu des maladies rares vraiment de façon hasardeuse, je dirais, au hasard, puisque en 2019, je suis retourné à l'université, commencer une maîtrise en administration des affaires. Puis c'est pendant ce diplôme-là que j'ai connu des gens qui œuvrent en maladies rares ou qui siégeaient en fait sur le conseil d'administration du RQMO. Et c'est comme ça que mon périple a commencé. J'ai tout de suite sauté sur l'occasion et je me suis dit, ben c'est l'occasion justement de faire d'une pierre deux coups, donc de lier la science avec la gestion, puis de poursuivre une mission qui est plus humanitaire, donc qui me représente vraiment beaucoup. Je le réitère, je suis vraiment content d'être avec vous aujourd'hui pour ça. Au niveau des valeurs, et là je suis désolé, le mot est en anglais, là, mais c'était vraiment pour suivre les petits dessins. Donc on a mission, vision et valeurs. On en a 4 principales, donc l'engagement, l'intégrité, l'inclusion et la collaboration. Donc puis je profite en fait du fait qu'on est le 30 septembre, vous l'avez sûrement entendu beaucoup ce matin. Puis j'ai fait exprès, j'avais pas de chemise ou de pantalon en orange, donc j'ai décidé de faire un outfit rouge et beige. Donc on peut faire une espèce de mix de orange, donc pour souligner justement la journée de la vérité et de la réconciliation envers les peuples autochtones. Donc nous, on représente tous les patients, peu importe la culture, peu importe d'où ils viennent, peu importe qui ils sont. On veut s'assurer que toutes les personnes soient reconnues. Au niveau de l'équipe de travail, ben en fait, on est 5 présentement. J'ai en fait une personne, donc Christine, qui est la deuxième à partir de la gauche, qui est présentement en congé de maternité. Donc, c'est présentement Marie-Ève Fleury qui la remplace. Donc, qui est responsable recherche et partenariat. Donc, c'est elle qui m'aide beaucoup avec le développement de projets de recherche, avec le lien avec les patients, surtout pour recruter ces patients-là vers les projets de recherche, et qui coordonne plusieurs projets avec moi. Madame Ingrid Younes, qui est responsable engagement patient, qui s'occupe de nos communautés, qui s'occupe vraiment là, au front avec les patients et qui gère, je dirais, à 80% du temps, là, le centre IRAR, donc notre centre d'information et de soutien. Caroline Joseph, qui est notre adjointe administrative. Donc, ça fait un petit peu le tour de l'équipe. Puis nos services, bien, comme je le disais, avant d'entrer sur la politique, là, on a un centre IRAR qui, en fait, s'affaire à donner de l'information et du soutien. Et là, je vois madame qui prend une photo, il n'y a pas de problème, mais je vous l'ai dit, hein, j'ai une pile de dépliants, donc si jamais vous en voulez, je pourrais vous en donner à la fin, là, pendant la journée, sans problème. Donc, la politique. Puis là, je m'excuse, c'est peut-être petit, là. J'ai essayé de rentrer vraiment toute l'information dans la slide, c'est vraiment pas évident. Donc, la politique québécoise pour les maladies rares, qu'on appelle, nous, dans notre jargon, PQMR, donc ça va plus vite, comme je vous l'ai dit, a été dévoilée le 13 juin 2022. Cette politique-là, en fait, c'est le fruit des années d'efforts, des années et des années. Je vous dirais que ça a pris plus de 20 ans avant qu'on ait cette politique-là. Donc, depuis le début des années 2000, pendant que la France, l'Allemagne, l'Angleterre et l'Australie avaient leur premier plan d'action en maladies rares en 2001, 2002, 2003,
Nous, on a erré là-dedans. On parle beaucoup d'errance diagnostique pour les patients en maladies rares. Bien, nous, on a erré pendant longtemps. C'est sûr qu'en fait, la création du RQMO en 2010 a eu un gros impact. Donc, il y a des gens au ministère à cette époque-là. On peut penser à Dr. Bolduc, Yves Bolduc, là, qui était là au début du RQMO en 2010, qui était très, je vous dirais, fier des débuts, des avancées de tout ça. Il y a eu plusieurs événements, plusieurs choses qui ont mené justement à l'élaboration d'une stratégie des sciences de la vie. Donc, il y a eu plusieurs stratégies. Puis, évidemment, avec Mme McCann, qui était ministre avant M. Dubé, au niveau de la santé, bien, il y a eu vraiment un premier pas, une annonce, juste un peu avant le début de la pandémie, comme quoi il y aurait une politique qui serait créée. Et évidemment, on a vu cette politique-là voir le jour le 13 juin. Donc, en fait, cette politique-là, c'est un petit document, c'est pas très gros, donc vous pouvez trouver sur le site du gouvernement, ou vous pouvez taper tout simplement dans Google « Politique québécoise pour les maladies rares ». Vous allez trouver, c'est un document d'à peu près une 50aine de pages. Ça vous explique un peu la mise en contexte de c'est quoi une maladie rare, pourquoi la politique existe, puis c'est quoi le but donc de cette politique-là. Et cette politique-là, en fait, est déclinée en 3 axes. Donc, il y a un axe 1 qui est vraiment pour la sensibilisation et la formation. Il y a l'axe 2 qui est pour un accès facilité et équitable aux diagnostics, aux soins et aux services, incluant les traitements. Et l'axe 3, qui est un axe pour promouvoir la recherche, l'innovation et la collecte de données. Dans ces 3 axes-là, on retrouve des acteurs particuliers au Québec. Puis ça, je suis quand même content de le dire, c'est qu'on travaille fort, tout le monde ensemble. Chaque organisation a sa propre mission, mais va venir vraiment compléter chacun des sous-objectifs. Ça, honnêtement, c'est le fun de voir ça parce que souvent, on a tendance, en santé surtout, de faire des projets qui sont beaucoup en silo, donc qui sont très, très ciblés. Et là, pour cette politique-là, on semble avoir plusieurs acteurs qui veulent travailler ensemble pour atteindre leur fin. Donc, au niveau des sous-axes, si je reprends l'axe 1, en fait, le but de cet axe-là se décline en 3 objectifs. Le premier, c'est de sensibiliser et encourager le transfert de connaissances. Donc, on veut parler des maladies rares, on veut parler de toutes les maladies rares. On veut s'assurer que les professionnels de la santé aient accès à ces informations-là. On veut améliorer la formation chez les cliniciens et les professionnels de la santé. Donc, il va y avoir je dirais, une réflexion à avoir quant au programme de formation. Donc, ça peut être au niveau des études supérieures, au niveau des baccalauréats, au niveau des doctorats de premier cycle pour les médecins. Présentement, je vous dirais, dans le programme de médecine au Québec, peu importe l'université, les maladies rares sont discutées environ, je vous dirais, 45 minutes. Donc, dans un cours de génétique, et on utilise toujours les mêmes 2 exemples. On parle de fibrose kystique, entre autres, ou on parle de dystrophie musculaire. Donc, c'est 2 exemples de maladies qui sont assez faciles et qui sont, je vous dirais, plus reconnues. Tout simplement parce que les associations de patients pour ces 2 maladies-là existent depuis longtemps. Dystrophie musculaire Canada existe depuis 1958. Donc, c'est sûr que ça fait quand même près de 60 ans, près de 60 ans ou un peu plus qu'on en parle. Donc, pour nous, ça ne fait pas de sens. Ça ne fait pas de sens puisque si on veut informer, si on veut sensibiliser, si on veut que les médecins aient les outils pour aider les patients, bien, ça prend beaucoup plus qu'un 45 minutes dans un cursus de 4 ans, 5 ans, 6 ans. L'objectif 3, c'est de soutenir la mise au point d'outils cliniques qui peuvent justement garantir la qualité de soins. Donc ça, il y a beaucoup d'associations de patients, puis d'ailleurs, je vais vous présenter un peu en détail là, ce qui a été mentionné dans le plan d'action. Mais il y a beaucoup d'associations de patients qui vont être portées à contribuer à ça. Il y a déjà des outils qui sont faits partout à grandeur de la province. Et malheureusement, ces outils-là se retrouvent sur un site web, se retrouvent dans une infolettre, se retrouvent sur une page Facebook, se retrouvent un peu partout, mais dont le ministère n'a aucune idée.
Donc, les patients connaissent leur association, connaissent les outils, sont en contact directement avec l'association, et c'est ça que nous, on a amené au ministère en disant, dans une des rencontres d'ailleurs, qu'il faut que les associations de patients soient plus impliquées, donc dans les processus de formation et d'établissement des outils cliniques. En fait, en maladie rare, ce qu'on a dit tout simplement, c'est que le patient, puis je pense que vous pourriez vous rentrer même dans cette catégorie-là, pour certaines maladies, le patient en connaît beaucoup plus que le médecin. Donc, surtout en maladie rare. Pourquoi? Parce que le patient le vit, la famille le vit. Donc, c'est important. Puis il y a des petits détails qui peuvent être amenés aux médecins qui ne sont pas pris en compte. D'ailleurs, je fais peut-être un petit aparté là-dessus. La semaine dernière, j'ai eu une première rencontre. On a été invité, en fait, le RQMO à siéger sur un comité usager-patient par rapport à la loi 5. Donc, je ne sais pas s'il y en a parmi vous qui connaissent le processus, mais c'est une loi qui a été adoptée par le ministère de la Santé et des Services sociaux pour réformer, en fait, l'accès aux données pour les patients. Donc, il va y avoir des applications, il va y avoir des mécanismes qui vont être mis en place pour que les patients aient accès plus facilement à leurs données de santé. Présentement, le médecin, en fait, a accès beaucoup plus facilement. Puis vous, bien, vous pouvez toujours consulter votre dossier, mais ça prend souvent 2, 3, 4 semaines avant d'avoir accès. Et en maladie rare, le problème, c'est qu'il y a beaucoup de données qui ne sont pas prises en compte. Donc, le patient vit des choses et malheureusement, tout ce qu'il vit, que ça soit un développement d'un symptôme suivant que la personne elle a mangé quelque chose ou suivant qu'elle a fait une marche, puis il y a quelque chose qui s'est passé. Bref, donc tous ces petits événements-là, qu'on appelle en bon français les « real-world evidence », donc je dirais les éléments clés que le patient peut donner à son médecin et qui pourraient aider au diagnostic. Ou qui pourrait aider justement à voir certaines particularités des maladies. Le quatrième objectif, c'est de faciliter l'accès à l'information. Ça fait un peu le lien avec ce que je disais tantôt, c'est qu'il y a beaucoup d'informations. Les associations, on travaille très fort pour développer des outils pour promouvoir nos missions, mais malheureusement, ça ne se rend pas toujours en haut. Et malheureusement, pour le M3S, c'est des gens qui sont très fiers. Hein? C'est des gens qui veulent changer les choses. Et malheureusement, la capacité d'écoute n'est pas toujours là. Donc, c'est malheureux parce que parfois, il faut s'y prendre à 2, 3, 10, 20 reprises avant qu'ils comprennent qu'ils n'ont pas besoin de refaire la roue. La roue existe déjà partout dans le monde, notamment en Europe avec leur 4e et 5e plan d'action sur 20 ans. Donc, on a juste à voir ce qui se fait de l'autre bord de l'Atlantique et essayer de faire pareil, finalement. Au niveau de l'axe 2, on est rendu dans la colonne au centre. Encore une fois, 4 sous-objectifs. Donc, le premier, c'est de poursuivre l'amélioration et le développement du dépistage, du diagnostic des maladies rares en réduisant le temps nécessaire pour accéder au diagnostic. Donc, il y a beaucoup de maladies pour lesquelles on pourrait faire un dépistage précoce. Donc, ça peut être un dépistage prénatal, donc pendant la gestation. Ça peut être un dépistage néonatal, donc une fois que la naissance a lieu. D'ailleurs, il y a beaucoup de mécanismes, en fait, qui ont été mis en place. Puis un de ces mécanismes-là, c'est que maintenant, chaque fois qu'une famille a un nouveau bébé, normalement, on a un petit papier. On a 21 jours pour récolter de l'urine puis envoyer ça. Il y a 22 maladies qui peuvent être diagnostiquées grâce à cette urine-là, avant 21 jours. Donc, ça en fait partie. Par contre, 22 maladies, c'est très peu quand on compare à la FDA aux États-Unis, qui permettent, avec le même petit pipi du même enfant, de voir à peu près 200 maladies. Donc, on est à 10% à peu près au Québec, comparativement à ce qui se fait ailleurs. Fait qu'évidemment, en termes de dépistage, il y a moyen de faire mieux. Hiérarchiser, ça c'est le deuxième sous-objectif, hiérarchiser les soins et les services et faire en sorte, puis là je le lis parce qu'évidemment il y a des mots, je veux pas me tromper, faire en sorte que l'accès aux services ainsi que leur rapprochement soit amélioré. Puis ça, là, le choix des mots, hiérarchiser les soins, ça veut dire quoi? On va le voir un peu plus loin, là, c'est assez nébuleux comme sous-objectif, mais ce qu'on veut, c'est de dire
qu'est-ce que le patient a besoin maintenant? Souvent, la pensée, c'est de dire, on va essayer quelque chose, puis si ça ne marche pas, on va essayer autre chose. Puis si ça ne marche pas, on va essayer autre chose. Souvent, quand on va voir notre médecin, là, c'est à peu près ça. Il nous prescrit une crème pour quelque chose, puis là, il dit, si ça ne fonctionne pas, ben, j'ai quelque chose d'autre. Ou bien, ce qu'il va faire, c'est qu'il va dire, ben, OK, toi, je sais que tu n'as pas d'assurance, par exemple, ben, je vais te prescrire quelque chose qui est remboursé par la RAMQ, mais là, si ça ne fonctionne pas, ben, la prochaine étape, c'est quelque chose qui va coûter 300, 400 $, mais qui n'est pas remboursé. Fait que si tu n'as pas d'assurance. Donc, cette vision-là, mais ça ne marche pas vraiment. C'est qu'est-ce que le patient a besoin maintenant? Au lieu d'essayer des choses puis de voir c'est quoi le meilleur traitement. Donc, quand on dit hiérarchiser les soins, c'est vraiment chaque patient est différent, chaque personne est différente, puis il faut donner les meilleurs soins dans le temps opportun. Donc, on ne veut pas que ça prenne des mois et des mois avant d'avoir accès à un bon traitement. Le troisième sujet objectif, c'est d'améliorer l'accès aux soins pour les personnes atteintes d'une maladie rare entraînant des conséquences bucco-dentaires. Et ça, il y a des choses, je vais pouvoir dire, il y a des choses qu'il faut que je taise, malheureusement. J'ai appris des choses que, dans le plan d'action, on mentionne qu'on va faire le remboursement, notamment des soins bucco-dentaires primaires. Puis finalement, on a appris récemment que ça va toucher quelques maladies seulement. Ce n'est pas l'ensemble des soins bucco-dentaires primaires, mais ça, je ne peux pas en parler trop parce que c'est encore sous embargo. Là. Il n'y a pas eu d'annonce officielle qui a été faite. Mais c'est sûr que c'est quand même une déception à ce niveau-là. Donc, je vais vous en parler un petit peu après. Le quatrième, c'est poursuivre les efforts pour améliorer l'accès aux soins et aux services pharmaceutiques. Donc, c'est de trouver des façons d'impliquer les pharmacies, tout simplement. Les pharmaciens qui sont là à la première ligne, ils ont des connaissances qui peuvent être utiles, très utiles pour les patients à maladies rares, et ces connaissances-là ou ces compétences-là ne sont pas vraiment utilisées à bon escient présentement. Au niveau de l'axe 3 et de la recherche, ce qu'on veut, en fait, le premier objectif de tout ça, puis en fait, je pense que ça fait longtemps que ça aurait dû être fait, même encore aujourd'hui, on n'a que des estimations en maladies rares. Donc, on estime à plus de 700 000 Québécois qui en sont atteints, 3,5 millions de Canadiens. Il existe environ 8 000 maladies rares connues à ce jour. Et 60-70% de ces maladies-là touchent les enfants. 80% de ces maladies-là sont d'origine génétique. Donc, ça fait beaucoup de statistiques, mais c'est beaucoup d'estimations. Comment on aurait accès à des données? Bien, premier objectif, c'est de mettre sur pied un registre québécois de patients atteints de maladies rares. Donc, qui sont ces patients-là? C'est quoi leur maladie? Puis en fait, ça aurait dû être la base. Avant même d'avoir une politique, il y a de cela plusieurs années, il y a des registres, il y a toutes sortes de registres qui ont essayé au fil du temps, donc qui coûtaient cher à maintenir et tout ça. Je pense qu'un registre de patients, même s'il y a 700 000 personnes sur ce registre-là, je pense que c'est assez simple. On n'a pas besoin de savoir beaucoup d'informations. C'est patient 1, c'est quoi la maladie? Tout simplement. Patient 2, c'est quoi la maladie? Le reste, les informations sont confidentielles, sont anonymisées pour la recherche, pour les soins, pour tout ce qui s'ensuit. Mais au moins qu'on sache à qui on a affaire. Parce que quand on parle de 8 000 maladies rares, c'est peut-être même pas les 8 000 qui sont représentés au Québec. Il y en a peut-être 1 000 là-dedans, ou peut-être 700, ou peu importe. Puis ça va nous donner aussi un étendu sur combien de patients de chacune de ces maladies-là sont représentés. Donc, tout le reste qui en découle va être facilité. Donc, promouvoir la recherche fondamentale, translationnelle, clinique, pour mieux adapter et comprendre. Donc, le but, c'est qu'une fois qu'on va avoir le registre, mais ça va être facile, justement, d'adapter les projets de recherche, d'adapter la façon qu'on veut aller chercher de l'information de ces patients-là. Donc, c'est quoi le gène qui est en cause, par exemple, si c'est une maladie génétique? Comment ça se développe? Comment ça se prévient? Comment ça se traite? Donc, le but, c'est vraiment ça. Le troisième objectif, c'est de faciliter le transfert des connaissances entre chercheurs, cliniciens et patients. Et ça me ramène à mon axe 1 du début. Donc, le patient en sait beaucoup, le médecin en sait parfois beaucoup, parfois un peu, tout dépendamment à qui on parle. Et le clinicien, pas le clinicien, le chercheur, bien, lui, il ne connaît pas grand-chose sur les maladies. Lui, il veut chercher, il veut trouver des mécanismes, donc pour comprendre la maladie. Il veut chercher des pistes de solutions. Et en fait, tout ce beau monde-là devrait se parler. Tout ce beau monde-là devrait échanger l'information. Et c'est justement ça le but de l'objectif 3.
Le dernier objectif, c'est d'accélérer l'innovation thérapeutique. Donc, une fois qu'on a ces infos-là, qu'on a des projets de recherche qui sont de l'avant, qu'on a des cibles thérapeutiques, mais est-ce qu'on peut faire appel justement, soit au public, soit au privé, à développer des médicaments, des thérapies pour ces maladies-là? C'est ce qu'ils font partout aux États-Unis. Hein? Depuis des années, c'est comme ça. Les groupes travaillent vraiment ensemble, les patients, les chercheurs, les cliniciens. Ça fait plus de 20 ans. Et ils développent. Et en fait, c'est quand même triste, hein, mais d'ailleurs, c'est une statistique que j'ai amenée, moi, au ministère de la Santé cette semaine, sur totalement un autre sujet, mais où est-ce que, quand le ministre Dubé, en commission parlementaire, sur le projet de loi 15, disait qu'au Québec, on accepte plus de médicaments que partout ailleurs au Canada. C'est vrai. Au Québec, on a plus de médicaments que partout ailleurs au Canada. Par contre, ce que j'aime pas, c'est la comparaison avec le reste du Canada. Parce que c'est facile et c'est très relatif de se comparer et de dire qu'on est les meilleurs au Canada. Mais si on regarde par rapport au restant du monde, donc aux États-Unis et en Europe, entre autres, bien, on a 2 tiers fois moins. Donc, on a, par exemple, en 2022, l'Agence européenne des médicaments a approuvé 64 médicaments. Ici, l'INES en a approuvé 18 de ces 64 médicaments-là. Ça veut dire que les Européens ont accès à 64 médicaments. Nous, ici au Québec, il y en a juste 18 de ceux-là. La FDA, c'est à peu près la même statistique. Donc, pourquoi se comparer à plus faible? Moi, j'aime mieux penser à se comparer à plus fort puis essayer de rattraper les plus forts au lieu de rester en arrière. Donc, tout ça pour vous dire que de cette politique-là, il y a un plan d'action qui en a découlé. Et c'est intéressant parce que dans le plan d'action, on y mentionne 3 rôles principaux. On a les responsables de projet. La plupart du temps, c'est le ministère. Ça peut être différents chapeaux, mais pour chacun des sous-objectifs, la plupart du temps, c'est le ministère. Donc, c'est qui est imputable que cet objectif-là voit le jour. On a des collaborateurs, donc des gens qui ont une certaine imputabilité, qui ont une mission, qui ont des choses à faire pour faire réaliser cet objectif-là, mais que ce n'est pas eux, évidemment, les responsables, ils collaborent au projet, et des partenaires. Et là, j'ai encadré partenaires parce que dans le plan d'action, principalement, nous, le RQMO, on est mentionné à 2 reprises. Dans l'axe 3 par rapport à la création du registre de patients et dans l'axe 1 au niveau de la sensibilisation. Puis vous allez voir la slide qui suit, dans l'axe 1, il y a beaucoup d'associations de patients que moi, je veux amener au front avec moi, dont la PIC. Je pense qu'il y a des grosses associations au Québec qui nécessitent d'être là à la table, qui nécessitent d'être entendues pour travailler à la sensibilisation. Donc, les partenaires, en fait, puis je lis la phrase, les partenaires apportent une collaboration à la mise en œuvre de la mesure publique ou privée, de la mesure. Public ou privé, les organismes partenaires sont engagés à divers degrés selon leur mission, leurs capacités et leurs intérêts respectifs. Ils peuvent bénéficier des actions accomplies et participer à la mobilisation qu'elles suscitent. Donc, ça veut dire qu'on peut travailler littéralement avec les gens au ministère de la Santé pour faire de ce plan-là une réussite. Au niveau du plan d'action, le plan a été dévoilé le 1er mai dernier. Donc, ça fait 1er mai, 1er juin, 1er juillet, 1er août, 1er septembre. Donc, on est à presque 5 mois. On est le 30 aujourd'hui. Il n'y a toujours rien qui a été mis là, juste pour vous dire, là, ça fait 5 mois, toujours rien qui a été mis en place. Donc, tout ce que je vous présente là, c'est encore sur papier. D'ailleurs, c'est quelque chose qu'on a décrié, là, que je comprends qu'il y a l'été avec les vacances et tout ça, mais je pense que les patients sont tannés d'attendre. Les associations sont tannées d'attendre. Bref, ça, c'était mon petit aparté. Donc, l'axe 1, beaucoup de choses. Je ne vous lirai pas tout ce qui est là, parce que c'est la même chose pour l'axe 2 et l'axe 3. Là. Qu'est-ce que je veux dire, c'est que ce n'est pas les mêmes points, mais il y a beaucoup d'informations. Donc, la présentation, là, elle va être disponible à la suite de l'événement, et vous pourrez lire, et si jamais vous avez des questions, vraiment, ne gênez-vous pas, les acheminer à Geneviève, puis on pourra communiquer là, les réponses. Premièrement, dans l'axe 1, ça représente les 4 sous-axes que je vous ai présentés dans la politique, mais en des actions concrètes. La première action, c'est la désignation de centres de référence interdisciplinaires. Présentement, j'ai appris qu'il en existe 5. Donc, il y a 5 centres qui ont déposé une demande.
Le CHUM avec Sainte-Justine ont été mis ensemble pour déposer une demande. Le CUSUM, Centre universitaire de santé McGill, avec le Jewish, l'hôpital général juif, ont déposé une demande. Le CHU de Québec, c'est le troisième centre. Le quatrième centre, c'est le CIUS du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Et la quatrième demande viendrait du CIUS là, je n'ai pas le nom exact, mais c'est en Outaouais, donc Gatineau et tout ça, là. Évidemment, il va peut-être en avoir d'autres. Et le but de la désignation des centres de référence, c'est que les gens puissent savoir où aller, précisément. Donc, les gens en maladies rares, il va y avoir des personnes désignées, des professionnels de la santé désignés dans ces centres-là, qui vont justement se spécialiser et s'occuper des patients en maladies rares. Il y a une mise en place d'un réseau navigateur clinique national en matière de maladies rares. Donc, ils ont appelé le NAVINAT. Et ça, le but du NAVINAT, c'est d'éliminer, c'est l'objectif summum, là, mais du moins de réduire l'errance diagnostique. Donc, c'est de dire, bien, au lieu qu'on entende, puis ça, on l'entend de la part de beaucoup de familles, que ça a pris 5 ans, 10 ans, 15 ans avant d'avoir un diagnostic, parce que on va voir un rhumatologue qui nous dit quelque chose, on va voir un pneumologue qui nous dit quelque chose, on va voir un... Bref, vous pouvez tout nommer les spécialités. C'est ce qu'on appelle le syndrome de l'éléphant. Donc, tous ces professionnels de la santé-là ont à cœur vraiment le patient, mais c'est comme s'ils tâtaient un éléphant les yeux fermés. Et il y en a un qui tâte la trompe, l'autre qui tâte la queue, l'autre qui tâte une patte, l'autre. Et là, chaque professionnel, au lieu de se dire, ben moi j'ai tâté ça, ben ils disent, moi je pense que c'est un tigre, moi je pense que c'est un ours, moi je pense que c'est peu importe. Et finalement, au lieu de se parler puis de dire qu'on arrive au consensus que c'est un éléphant, ça prend beaucoup de temps. Donc le but du NAVINAT, c'est ça, c'est de s'assurer que l'information puisse bien circuler. Le développement et mise en œuvre d'activités de sensibilisation, ce qui est le fun, c'est que les associations de patients vont pouvoir participer à ça. Donc, le but, ça va être de faire des colloques, donc le ministère va mettre en place des événements auxquels on va pouvoir participer. Mise en place d'un processus coopératif entre les centres de référence et les associations de patients. Donc ça, le processus, on ne le connaît pas, mais ça va être, évidemment, ça va être super le fun aussi. Pourquoi? Parce que, comme je l'ai dit, on veut que les patients soient mieux écoutés, on veut que les associations de patients soient mieux écoutées, on veut s'assurer que ce qu'on reçoit sur le terrain de la part des patients, c'est amené plus haut et c'est pris en considération. Implication accrue des patients partenaires. Dans les centres de référence et le volet recherche, donc on veut qu'il y ait une promotion à ce niveau-là. Création de modules de formation, j'en ai parlé un peu plus tôt, mais que les programmes de formation universitaire changent. Et pas juste universitaire, mais on parle aussi de la formation continue. Donc, par exemple, chez les médecins omnipraticiens ou les médecins spécialistes, ils ont des revues à chaque mois, 3 mois, peu importe. Bien, nous, on a demandé est-ce qu'on pourrait mettre des associations de patients qui font des articles dans ces revues-là. Maintien des activités du CCQMR, ça c'est le Comité consultatif québécois en maladies rares. Donc, le but, en fait, c'est que ce comité-là grandisse et qu'on en sache plus, parce que moi, je vous dirais, quand je suis arrivé au RQMO, ça fait depuis juillet 2022, je ne connaissais pas du tout ce comité consultatif-là. Donc, évidemment, on essaie de tout le monde travailler en équipe. Donc, le but, c'est de poursuivre dans la même lignée. Et développement d'un outil web par le M3S. Donc, le but, c'est de s'assurer que tout ce qui est développé par le RQMO, par l'APIC, par Dystrophie musculaire Canada, par la CORAM pour les maladies rares héréditaires au niveau du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Mais tous les outils, tous les sites web, tout ce qu'on trouve comme information, mais que ça soit réuni au même endroit. Donc, sur le site web du ministère de la Santé et des Services sociaux, il va y avoir une page maladies rares avec tous les organismes, toutes les rubriques d'informations possibles qui vont être mentionnées sur ce site-là. Au niveau de l'axe 2, là, je sais que le temps avance. Je ne sais pas combien de temps il me reste. Si vous pouviez prendre encore 10 minutes pour nous permettre 10 minutes de questions. Parfait, excellent. Au niveau de l'axe 2, c'est écrit petit. Hein. Je m'excuse, il y a beaucoup d'informations dans ce volet-là. C'est un volet qu'on dit, comme je l'ai dit, accès facilité et équitable au diagnostic, aux soins et aux services. Donc, ça regroupe
vraiment beaucoup de choses. Mais je vous dirais que ça pourrait se résumer en 3 volets. Le premier volet, c'est une amélioration de tout ce qui est dépistage, comme je l'ai dit, soit prénatal, néonatal. Ce qu'on veut, c'est que s'il y a une cible qu'on peut voir en prévention, donc il y a un gène qui est pour un enfant donné, exemple, on sait que les 2 parents ont la maladie, bien, est-ce que l'enfant va l'avoir? Donc, s'il y a une possibilité d'avoir un diagnostic précoce, un dépistage précoce, bien, ça va permettre aux parents de prendre une décision, à savoir est-ce qu'ils gardent l'enfant ou non. Évidemment, il y a des questions éthiques relatives à ça, mais c'est le choix des parents rendu là. Mais d'offrir au moins la possibilité d'avoir un choix. Parce qu'à l'heure actuelle, ils n'en ont pas le choix. Donc, c'est de mettre les programmes de l'avant pour que les familles aient le choix. Rehausser, optimiser les services de conseil en génétique. Ça va être difficile. Ça va être difficile, je vous explique pourquoi. C'est que présentement, au Canada, on parle au Canada, il existe environ 250 conseillers, conseillères en génétique au Canada. Donc, imaginez au Québec, là, il y en a pas mal moins. Et si on veut que les patients aient du service par rapport au diagnostic et au dépistage, bien, il faut qu'il y ait plus de conseillers, conseillères en génétique. Donc, le premier changement qu'il va devoir avoir au sein du ministère de l'Enseignement supérieur, c'est qu'ils permettent plus d'accès aux étudiants à ces programmes-là. Présentement, le programme est tellement contingenté. À l'Université McGill seulement, ils prennent 4 étudiants par année pour ce programme-là. Okay? Juste l'an passé, il y a eu à peu près 300 demandes. C'est hallucinant le nombre de personnes. Et nous, au RQMO, on en a souvent qui nous contactent pour venir faire du bénévolat, notamment pour aider les patients à maladies rares, parce que c'est extrêmement bien vu dans leur CV après, quand ils appliquent pour faire la maîtrise de conseil en génétique. Donc, c'est un programme qu'il faut qu'il y ait de l'ouverture, il faut qu'il y ait plus de gens qui puissent devenir conseillers, conseillères en génétique pour justement qu'on puisse arriver à cet objectif-là. Le recrutement de ressources dans les régions éloignées. Ça se retrouve dans tous les documents du ministère. Même dans le projet de loi 15, c'est là. Mais est-ce qu'on va vraiment forcer des professionnels de la santé à aller dans le nord, un peu partout, en région éloignée? C'est difficile. Honnêtement, c'est difficile. J'ai bien hâte de voir ça va être quoi le plan pour ce sous-objectif-là. Le remboursement des tests génétiques préimplantatoires, présentement, ça ne l'est pas remboursé. Donc, évidemment, c'est pas que c'est très cher, mais quand même, quand on parle de 400, 500, 600 $ pour certains tests, c'est la moindre des choses de le faire. Améliorer les programmes de PQDP, donc de dépistage prénatal et de dépistage néonatal sanguin et urinaire. Donc, le dépistage néonatal sanguin se fait à l'hôpital, donc la prise de sang qui est faite au niveau du bébé. Et comme je le disais, le urinaire, c'est le 21 jours que les parents doivent prendre l'échantillon d'urine. Donc, le but, c'est d'améliorer ces programmes-là. Quand je vous disais qu'il y a 200 gènes qui peuvent être, ou 200 maladies à peu près qui peuvent être diagnostiquées aux États-Unis, puis qu'ici, présentement, on en a 22, bien, évidemment, l'amélioration, dans ce cas-ci, c'est nécessaire. Il va y avoir une étude par l'INES. Donc, l'INES, c'est l'Institut national d'excellence en santé et services sociaux. C'est notre agence québécoise qui évalue, en fait, les thérapies et les médicaments, entre autres. C'est un organisme qui est lié vraiment de près au ministère de la Santé et des services sociaux, puis il s'assure, en fait, de donner l'information et l'heure juste sur tout ce qui existe par rapport à un traitement donné pour un patient. Je résumerai ça de cette façon-là. Donc, l'étude par l'INES pour élargir le nombre de maladies qui pourraient intégrer le programme de dépistage. Donc, ça fait le lien là, que je disais tantôt, 22 versus 200 aux États-Unis. Et repérer les nouvelles technologies disponibles. Donc, ça veut dire faire une veille, qu'on appelle, donc de voir qu'est-ce qui s'en vient. Qu'est-ce que les compagnies sont en train de développer comme médicaments et comment on peut se préparer à analyser et recevoir ces médicaments-là ici au Québec. Ensuite, la M3S étudiera la pertinence et d'utiliser la télésanté dans la trajectoire de soins des patients atteints de maladies rares.
Donc, évidemment, avec le développement de la télémédecine, ça allait de soi que des patients qui sont au Saguenay-Lac-Saint-Jean, qui doivent descendre au CHU de Québec pour se faire évaluer, ou qui allaient, ou si c'est des enfants, ils allaient souvent à Sainte-Justine. Donc, faire 5 heures de route pour aller voir un médecin 15 minutes, puis après ça, refaire 5 heures de route pour revenir. Honnêtement, il y a beaucoup de patients qui sont dans beaucoup de familles qui sont dans cette situation-là présentement. Puis, je pense que le développement de la télémédecine doit s'appliquer dans ce contexte-là aussi. Soutenir l'autonomie professionnelle. Donc, il y a beaucoup de professionnels de la santé qui peuvent aider, puis qui présentement ont des bâtons dans les roues parce qu'ils n'ont pas l'autonomie professionnelle pour le faire. Donc, ça, c'est vraiment nécessaire. Remboursement des soins bucco-dentaires primaires. Donc, je vous dirais que ça, comme je vous ai dit, il y a certaines maladies qui vont être ciblées. L'annonce va être faite sous peu de ce qu'on m'a dit. Et c'est des chirurgiens et chirurgiennes maxillofaciales de Sainte-Justine que je tiens l'information. Donc, je pense que c'est assez crédible comme information. Il y a eu la création quand même, depuis janvier 2023, donc c'était avant que le plan d'action soit mis en application, de ce qu'on a appelé le PAQ-TMMH. Donc, c'est en fait pour les maladies métaboliques héréditaires, notamment ceux qui souffrent de phénylcétonurie, par exemple, donc des maladies rares qui touchent le métabolisme. Ces gens-là, ils n'ont pas nécessairement accès à des médicaments, mais il y a des façons d'avoir une certaine diète pour éviter des protéines ou éviter des glucides ou peu importe, là, donc selon le problème métabolique. Et puis, il y a un programme qui est mis en place pour permettre le remboursement pour ces maladies-là. Et ensuite, il y a des programmes qui vont être mis principalement pour traiter l'hémophilie, l'angioédème héréditaire, entre autres. Et optimisation des processus d'approbation des médicaments en maladies rares, donc par l'INES. Entre autres, en fait, puis je le discutais à ma table juste avant de commencer. Présentement, la réalité, c'est que la plupart des médicaments qui arrivent en évaluation à l'INES reçoivent un avis thérapeutique négatif. Je vous dirais à peu près 95-97% de ces médicaments-là. Et pourquoi? Parce que, le manque de données. Donc, les compagnies qui déposent les dossiers, souvent, ils ont peut-être 11, 12, 15 patients dans l'étude, et ce qui fait en sorte qu'il y a beaucoup de variations. Si on prend un médicament, par exemple, pour le diabète, vous claquez des doigts puis vous pouvez avoir 4000 personnes pour un projet de recherche ou un essai clinique. En maladie rare, ce n'est pas le cas. Donc, c'est difficile. Et ça, c'est un premier point. Et le deuxième point, c'est qu'il n'y a pas beaucoup de patients en maladie rare qui connaissent ce système-là au niveau de l'INES et qui ne savent même pas, qui peuvent donner des commentaires. Donc, quand il y a un médicament qui touche leur maladie, le patient peut donner des commentaires à l'INES en disant, regardez, là, moi, présentement, je n'ai pas de médication. Voici comment je vis ma maladie. Voici de quoi ça ressemble ma vie au jour le jour. Puis voici, si le médicament, c'est vrai qu'il va améliorer tel symptôme, voici pourquoi j'aimerais ça l'avoir. J'aimerais ça en bénéficier. Et ça, il n'y a pas assez de patients qui le font, malheureusement. Donc, souvent, l'avis qui est pris en compte, c'est souvent le coût. Donc, qui dit coût, dit ça va toucher peut-être 20 patients au Québec et ça va coûter 8 millions de dollars. Donc, évidemment, l'INES va dire non parce que si on fait ça pour toutes les maladies, on va buster le budget de la santé assez rapidement. Au niveau de l'Axe 3, puis je vais faire ça assez rapidement pour vous permettre d'avoir des questions. Il y a une création, en fait, d'un réseau de recherche en maladies rares qui s'appelle RARE-QC, donc RARE Québec. C'est un réseau qui va représenter environ 250 chercheurs à travers le Québec, donc différents centres de recherche de partout dans la province. La demande pour le financement a été faite au mois de juin. Les réponses vont arriver en janvier. Et nous, évidemment, on a envoyé une lettre d'appui pour ce réseau-là et on va participer activement dans le comité scientifique pour établir les priorités de recherche et aussi dans le comité de mobilisation des connaissances pour amener justement ce qui est travaillé dans ce réseau-là pour que la population en général puisse en bénéficier. Grosso modo, le restant des points, ça lie beaucoup avec le Navinat. Donc, je vous ai parlé du Navinat, le réseau intra-hospitalier qui va être mis en place pour essayer de réduire l'errance diagnostique. Ce réseau-là va être mis en collaboration avec les groupes de chercheurs. Donc, si, exemple, on a un certain nombre de patients pour une maladie rare donnée, ça pourrait justement débloquer rapidement en un projet de recherche de la part d'un chercheur québécois.
On veut que le transfert de connaissances puisse se faire, qui est mentionné. Et évidemment, on veut aussi favoriser les interactions avec les entreprises privées. On veut qu'il y ait de la collaboration publique-privée, donc les fameux PPP, donc les partenariats publics-privés. Pourquoi? Pour accélérer. Présentement, les pharmaceutiques, entre autres, ils en ont de l'argent. Donc, c'est de trouver des façons que le gouvernement puisse faire des ententes pour accélérer la recherche en maladies rares. Et c'est pas impossible. On le voit avec les vaccins pour la COVID, là. Donc, un vaccin, avant, ça prenait 15-20 ans à être créé. Aujourd'hui, en 1 an et demi, on peut avoir un vaccin. On ne s'ostinera pas sur l'efficacité. Je ne suis pas médecin, je ne suis pas là pour parler de ça, mais au moins le développement d'une option thérapeutique ou d'une option préventive qui s'est développée assez rapidement. Donc, on pense que ça pourrait se faire aussi. Et le dernier point en bas, c'est d'intégrer les essais cliniques dans le continuum de soins. Donc, c'est-à-dire que la personne, quand elle rentre à l'hôpital et qu'elle voit les différents spécialistes et tout ça, bien, c'est que rapidement, dans le continuum de soins, on lui parle d'essais cliniques. S'il y en a un sur sa maladie, qu'il soit ici au Québec, dans le Canada ou ailleurs dans le monde, nous, au RQMO, c'est ça qu'on fait. Okay? Dans notre Santé rare, c'est un des services, justement. On a accès à une base de données en collaboration avec Catalyst Québec, entre autres, puis on leur demande, est-ce qu'il y a un essai clinique pour cette maladie-là? Ils nous répondent oui, au Wisconsin, au Sri Lanka, en Russie, à Adélaïde, en Australie. Parfait. Mais cette information-là, on la donne aux patients. C'est peut-être pas tout le monde qui va être capable de se rendre à Adélaïde, en Australie, pour faire l'essai clinique, mais au moins, ils ont l'information. Puis si on peut en rapatrier beaucoup au Québec, ce qu'on appelle la décentralisation des essais cliniques. Donc, on peut avoir différents spots à travers le monde, mais qu'on en ait ici au Québec pour permettre aux Québécois de participer à ces études-là, bien, ça aussi, ça va favoriser beaucoup le travail de l'INES, entre autres. Donc, voilà, je pense que ça faisait pas mal le tour. Vraiment, merci beaucoup. J'ai dépassé peut-être un peu le temps, mais si vous avez 2-3 questions, je suis là pour y répondre. Donc, si jamais vous ne connaissiez pas le regroupement, dans la présentation, vous allez avoir accès. Là, vous pouvez nous suivre sur notre page Facebook, notre page LinkedIn. On a une chaîne YouTube, d'ailleurs. On a commencé à faire plusieurs vidéos, plusieurs collaborations, notamment avec des chercheurs. Voilà. Donc, merci beaucoup. Merci beaucoup, Jonathan. Puis, c'est pas vraiment une question, mais en même temps de l'information pour vous. Vous savez, leur centre IRAR fait des dépliants sur les maladies les plus rares. Et on a demandé au RQMO il y a déjà 2-3 ans, et là, on est en train de les mettre en ligne, des dépliants sur vos diagnostics. Donc, si vous avez, mettons, un déficit immunitaire comme un variable, on a fait faire un dépliant pour ça. Ils sont sur notre site. Donc, c'est eux qui les ont fait avec leurs scientifiques, leurs généticiens. Donc, merci beaucoup, d'ailleurs, d'avoir fait ça, parce que c'est vraiment un beau petit catalogue, un beau petit pamphlet qui touche vraiment tous les pans de chaque diagnostic. Quelles sont les personnes qui traitent le plus, dans quelle région et tout ça, où est-ce qu'il y a des travaux de recherche. Donc, c'est vraiment important. Fait que, on pourra peut-être vous envoyer le lien pour que vous puissiez aller les voir, parce que je trouve ça le fun. Puis c'est un outil où est-ce qu'on apprend à connaître son diagnostic. Parce que vous le savez, les déficits immunitaires, il y en a, on les compte plus, là, parce que ça s'ajoute à tous les jours. Mais c'est important, puis c'est le fun d'avoir un document de référence, puis c'est très bien fait. Fait que merci beaucoup, Jonathan, et à votre organisation d'avoir fait ça. Ça nous fait plaisir. On a trouvé ça bien intéressant. Donc, on va vous les partager au fur et à mesure qui vont arriver. Il y en a d'autres qu'on va vous demander d'ailleurs. Fait que merci beaucoup, Jonathan. Merci. Bonjour, monsieur. Bonjour. Concernant ce que vous parliez là, au niveau du télésanté, médecine pour les maladies rares, moi, je tiens à dire que c'est vraiment un grand besoin. Tu sais, vous dites, Lac-Saint-Jean, 5 heures de route, il n'y a rien là. Moi, j'ai fait 7 heures de route sans arrêt de me rendre ici, puis on est en été, là. L'hiver, ça peut en prendre 12. J'ai été victime d'itinérance de diagnostic parce que les maladies rares en Abitibi, il
ils n'en parlent pas beaucoup, seulement pour les enfants. Aussitôt qu'il y a un doute, ils sont envoyés à Montréal, puis là, ils sont pris en charge. Mais nous, en région, on est comme un peu cloîtrés de toutes les nouveautés. La dynamique aussi médecin professionnel est pas comme dans les grands centres. Nous, en Abitibi, beaucoup de médecins résidents viennent dans notre trou perdu. Hein? Fait qu'on a plein de bébés docteurs que là, ils demandent toujours aux vieilles infirmières qu'est-ce qu'on fait. On est là pour leur donner plein de conseils. Mais la journée qu'on est malade, puis qu'on fait des recherches, des vraies recherches, là, pas Google, là, puis que là, on arrive avec des informations pertinentes, bien là, on se fait rabrouer, là, tu sais, genre, « Hey, t'es pas un médecin, mais tu sais, la semaine passée, tu me demandais conseil, mais là, je te dis... » Fait que je vous le dis, là, si ça peut vous aider à rentrer en Abitibi, le besoin il est très criant. Puis, tu sais, si vous faites les recherches, tu sais, la région, on est vraiment très touché avec toutes les maladies rares, avec... les problèmes génétiques, la consanguinité. Nous, on est extrêmement pollués avec les métaux lourds, donc il y a d'autres modifications génétiques. Donc, n'oubliez pas l'Abitibi. Merci. Tout à fait. Bien, vraiment, merci beaucoup du commentaire. Puis effectivement, j'avais le Saguenay en tête, mais quand on parle de régions éloignées, là, faut pas oublier personne. Tu sais, moi, puis d'ailleurs, on l'a dit à 2 reprises dans nos 2 rencontres avec le ministère, il faut que cette culture-là change. C'est ce qu'on appelle la culture du doute. C'est beaucoup répandu en Europe, mais ici au Québec, malheureusement... En fait, on va essayer d'être optimiste là-dessus, puis vous dites les nouveaux médecins... moi, je pense que les nouveaux médecins, s'ils écoutaient moins les vieilles infirmières, il y aurait cette culture du doute-là peut-être un peu plus. On le voit beaucoup dans les grands centres avec les nouveaux médecins. Il y a des médecins qui sont encore fermés à dire, ben, écoute, moi j'ai fait les études, moi j'ai le bagage, j'ai les connaissances, je vois des patients à tous les jours. Oui, d'accord avec toi, mais en maladie rare, je suis pas sûr que tu vois un patient à tous les jours. Le patient a beaucoup d'informations, puis ça je l'ai mentionné pendant la conférence, le patient a beaucoup d'informations qui peuvent être transmises aux médecins, aux professionnels de la santé de façon générale, que ce soit le physiothérapeute, le dentiste, peu importe. Moi, je pense que toutes ces professions-là, tout le monde devrait participer, tout le monde devrait être à l'aise de prendre les commentaires du patient. Et peut-être que chaque patient, vous n'avez pas nécessairement de doctorat en médecine, puis vous ne voyez pas des patients à chaque jour, mais vous connaissez. Vous connaissez votre maladie, vous vivez votre maladie à chaque jour, puis vous vivez une réalité qui est extrêmement particulière, et ça, il faut que ça se traduise par l'amélioration quand on parle d'amélioration de soins, là, je pense que c'est primordial. Puis ça, le témoignage, comme vous venez de faire, là, je pense que je l'entends au moins à chaque jour, depuis que je suis au RQMO. C'est fou, là, je vais emprunter l'expression, vous m'excuserez, mais c'est fou de voir à quel point il y a des gens qui pourraient justement faire avancer les choses pour les médecins. Puis c'est pas juste de se penser meilleur, c'est pas juste de dire moi je le sais puis toi tu le sais pas. Non, c'est d'aider. C'est pas juste pour vous. Il y en a peut-être d'autres patients qui ont la même maladie que vous, qui ont peut-être des symptômes complètement différents ou qui se traduisent de façon différente. Mais au moins, si le médecin a l'information, puis qui peut justement partir de cette base-là pour aider la population de façon générale, bien, je pense que comme médecin, il devrait avoir l'humilité de dire, bien, on apprend. À chaque jour, on apprend. C'est comme quelqu'un qui est comptable pendant 50 ans, il prend sa retraite. Il y a peut-être des choses qu'il va apprendre même après sa retraite. Les choses changent, les choses évoluent dans toutes les sphères, dans tous les métiers. Puis je pense que pour ça, puis d'ailleurs, je tiens à le mentionner, pour la loi 5, c'est ma première intervention que j'ai faite. Quand ils ont fait le tour de table, ils ont demandé de se présenter et de dire une chose, qu'ils aimeraient ça qu'on discute pendant les rencontres. Et moi, la chose que j'ai dite, c'est « Bonjour, je m'appelle Jonathan Pratt, directeur général du RQMO. Moi, la chose que j'aimerais dire, c'est « Je veux que la voix des patients soit entendue par les professionnels de la santé. » Il faut que par l'application, peu importe ce que vous allez développer, c'est pas juste le médecin qui doit prendre des notes puis que le patient il a juste accès à ces notes-là. Il faut que le patient puisse lui aussi écrire des notes pour que les médecins et les professionnels de la santé
voient ces notes-là. Donc, oui, je pense que c'est un cri du cœur, puis c'est notre devoir, nous, je pense, en tant qu'association de patients, qu'on a un peu plus le privilège de parler aux hautes instances. Mais moi, je le fais depuis que je suis arrivé au RQMO, je le prends sous mes épaules, j'essaie d'amener la voix des patients le plus haut possible pour s'assurer que les choses évoluent dans la bonne direction. Merci.